je me souviens très clairement quelle est la stratégie du coach, c'est de rouvrir toutes les blessures passées, quoi. Il nous regarde chacun dans les yeux, chacun notre tour, et il s'amuse, il prend un malin plaisir à rouvrir les blessures du passé et à dire qu'aujourd'hui, c'est le moment de se servir de tout ça, quoi. Une fois que ça suffit plus, c'est à la tronche, quoi. Salut Pierre, comment ça va? Salut Loïc, écoute, ça va plutôt bien, ouais. Je te remercie de ton invitation sur ce podcast déjà. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Bienvenue sur Les Frappés. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Alors, t'es pas notre premier participant au jeu, mais tu es notre tout premier champion olympique. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, champion olympique à Rio en aviron. Tu vas nous en dire plus. Donc, je suis très heureux de t'accueillir pour qu'on puisse échanger sur évidemment le parcours sportif, mais plus que le parcours sportif, qui est Pierre le bonhomme. Il y a plus que ça. Sur ton site, tu en parles bien, j'ai trouvé ça intéressant, où tu associes sport, mais aussi monde professionnel. Donc, impatient de t'entendre nous en dire plus à ce sujet. Oui, tout à fait. Merci déjà pour ton accueil et puis donc ouais, d'avoir l'honneur de faire partie du club des frappés. C'est toujours hyper intéressant. Je suis dans cette logique d'échange aussi pour apprendre à se construire et puis je suis persuadé qu'on a des tas de choses à s'apporter mutuellement. Donc écoute, ce sera un plaisir que d'échanger. Et puis écoute, c'est parti. C'est parti. Écoute, je te laisse peut-être te présenter. Ouais. Qui est Pierre, le parcours, alors comme je disais, sportif, mais plus que sportif, qu'est-ce qu'il y avait avant les Jeux et comment est-ce que tu te projettes? Tout à fait, ouais. Alors donc Pierre Bouin, je suis rameur en équipe de France donc d'aviron. J'ai 26 ans. Alors donc, comme tu l'as déjà très bien introduit, je suis à la fois sportif de haut niveau, mais également avec un pied dans le monde professionnel, parce que je poursuis des études en parallèle. C'est là-dessus que je commencerai d'ailleurs. Donc j'ai commencé par un DUT en technique de commercialisation du côté de Nancy. J'y habite toujours d'ailleurs. J'ai enchaîné avec une licence en commerce international et actuellement je suis en master 2 à Grenoble École de Management. Donc voilà, je prépare le DESMA. Voilà donc pour ce qui est du côté universitaire. Donc avec ça, donc je suis inscrit sur la structure fédérale du pôle France de Nancy. Donc c'est là que je m'entraîne au quotidien quand je suis pas en stage. Pour ce qui est de mon CV sportif, donc je suis quadruple champion du monde, que ce soit en individuel, à plusieurs ou en indoor, double champion d'Europe et surtout champion olympique d'aviron à Rio en 2016. Voilà, donc Ça c'est mes claque. deux, ouais, c'est mes deux casquettes. Après, à côté de ça, j'ai déjà un pied dans le monde de l'entreprise où je suis conférencier. Je travaille à la fois en indépendant et aussi au sein d'une structure à Nancy, une entreprise qui s'appelle Next Up. Et voilà, avec laquelle je partage un carnet d'adresses et puis des formations, des interventions pour les particuliers, pour les entreprises. Voilà, à côté de ça, beaucoup de hobbies, beaucoup de passions. J'essaie de vivre aussi le plus normalement possible avec le plus de bonheur simple de la vie. Donc voilà, j'essaie de mener tout ça de front et surtout d'en prendre le plus de plaisir possible. Génial. Alors peut-être avant qu'on creuse un petit peu sur le parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail les différentes disciplines de l'aviron? Parce que ça reste pour moi une nébuleuse. Je sais qu'il y a plein de formats différents, à 4, à 2. Il y a des catégories de poids visiblement. Donc est-ce que tu peux peut-être Oui. nous dégrossir un petit peu le tableau? Absolument, oui, c'est vrai que quand on connaît pas, c'est vite complexe. Après, quand on est dedans, c'est comme tout, hein, ça paraît naturel. Mais Ouais. alors, première chose à savoir, c'est qu'on parle d'aviron. Pour éclaircir ce point-là, on ne parle pas de kayak. Ce sont vraiment deux sports qui sont complètement différents, au même titre que le tennis de table et le tennis, par exemple. Ok, ok. Voilà, parce que voilà, non mais souvent on confond quand même beaucoup. Donc nous, on est le seul et unique sport qui ne pouvons pas voir la ligne d'arrivée avant de l'avoir franchie. Donc voilà, c'est un bon moyen de mémoriser. Disons qu'on avance à reculons. Ouais, Et on est un sport qui travaille donc, à l'inverse du kayak, essentiellement les jambes. Donc voilà, déjà, différence est faite. ok. Donc ensuite, pour ce qui est des catégories, c'est vrai qu'il y a dans un premier temps deux grandes catégories de poids, à savoir les poids légers, qui font individuellement moins de 72,5 kg. Et ensuite, Ok. on a
tout le reste, donc toutes catégories, ce qu'on appelle les TC. Donc on a les PL, les poids légers, et les TC, les toutes catégories, qui sont tout simplement soit au-dessus de 72,5 kg, soit même en dessous, mais qui en tout cas s'inscrivent dans la catégorie des toutes catégories qui eux n'ont pas de pesée à passer finalement. Ok. Donc voilà, deux grandes catégories. Les poids légers aussi, à la différence des sports de combat, sont traités différemment, c'est-à-dire que au niveau des pesées, par exemple, nous on est pesé le jour même de chaque course, donc pas la Ok. veille ou l'avant-veille, ou voilà, pas en différé à outrance, disons qu'on est vraiment pesé le jour même, 2 heures avant notre horaire théorique de la course. Donc ce qui nous oblige à vraiment, vraiment bien être au poids le jour J, et surtout ce qui nous oblige à pas pouvoir jouer sur la déshydratation ou autre, parce que ça Ouais, pourrait être ouais. assez dangereux. Donc voilà, c'est ce qui nous différencie un peu des autres catégories de poids. Euh, Petite chose en passant, parce que je vous la présente, mais bon, il convient de dire que cette catégorie de poids sera supprimée après les Jeux de Tokyo. Donc c'est désormais officiel, elle a fait son temps, je crois, depuis 1986, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça sera bientôt terminé de ma catégorie de poids. Il n'y aura plus que des toutes catégories. D'accord. Ouais. Donc ensuite, pour ce qui est des catégories d'embarcation, là, ça va être assez simple. Pour les poids légers, sur le programme olympique, il n'existe que le double poids léger. Ce qu'on appelle le double, on l'appelle aussi le 2 de couple. C'est deux personnes dans un bateau. Et quand on parle de couple, c'est avec deux pelles chacun. Donc Ok. voilà, en termes de catégorie d'embarcation, chez les poids légers, il n'y a que le 2 de couple. Donc c'est la catégorie forcément dans laquelle je me spécialise pour participer au jeu. Et ensuite, donc, plus largement, chez les toutes catégories, au programme des Jeux Olympiques est inscrit le skiff. Donc ça, c'est l'individuel, une personne tout seul dans un bateau. Ensuite, donc, on a le 2 de couple, comme le 2 de couple poids léger, mais chez les poids lourds. Donc deux personnes avec deux pelles chacun. Ensuite, on a le 2 sans barreur. Donc c'est deux personnes, mais cette fois avec une seule pelle chacun, des pelles qui sont un peu plus grandes. Là, on rame cette fois pas en couple, mais ce qu'on appelle en pointe. Quand on est en pointe, on a une pelle chacun, une grande pelle chacun, et quand on est en couple, on a deux plus petites pelles chacun. Ensuite, on a le 4 de couple, donc 4 bonhommes avec deux pelles chacun. Le 4 de pointe, donc 4 bonhommes avec une seule grande pelle chacun. Et enfin, le bateau roi, le 8. Donc le 8, il n'existe uniquement qu'en pointe. Donc c'est du 8 de pointe. D'accord. Voilà, pour ce qui est des catégories olympiques actuellement en aviron. Ok. Et bah déjà, merci pour les précisions. C'est plus clair. J'espère avoir été un peu Ouais, clair, parce ouais. que c'est pas évident à expliquer. Non, non, c'est plus clair. En fait, il y en a pas tant que ça, effectivement. Oui. C'est ce que tu disais. Une fois qu'on les connaît, c'est relativement, ça simplifie. Ouais. Et par curiosité, qu'est-ce qui a motivé le fait que ta catégorie disparaisse après Tokyo? Alors ça a été des raisons multiples, hein. C'est-à-dire que le CIO a décrété que en dehors des sports de combat, le critère du poids n'avait pas sa place. Et ça a D'accord. été renforcé par le fait que sur la scène internationale, les meilleurs poids légers se rapprochent en termes de performance des meilleurs toutes catégories. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le double poids léger qui est champion du monde et qu'on confronte au double poids lourd, il n'y aura pas énormément de différence. Le double poids D'accord. lourd l'emportera toujours, mais voilà, disons que ça justifie plus de distribuer autant de médailles. En tout cas, c'est l'argument qui est avancé par le CIO à l'heure qu'il est. Et ensuite, il y a la volonté donc de remanier un petit peu finalement le schéma des disciplines, le programme Ouais. olympique, pour laisser plus de place à des sports différents, donc qui soient atypiques, qui soient autres finalement. Donc on supprime des Ouais. catégories comme ça. Dans certains sports, on n'est pas les seuls, hein. Il y a beaucoup d'autres disciplines qui subissent ça pour laisser la place à d'autres. Donc voilà, nous, Ok. les poids légers laisseront leur place au programme olympique au beach rowing. Donc ça restera toujours l'aviron, mais c'est de l'aviron de mer. Ok. Ah, c'est marrant ça. Donc, vous savez déjà quelle catégorie va faire son entrée à la place de Absolument. celle que vous occupez. Ah, c'est cool. C'est Tout à intéressant fait. parce que j'ai échangé avec Alexia Fancelli dans un épisode précédent et elle est, bah, c'est la seule femme en équipe de France de kite foil. D'accord. Et elle nous expliquait que justement la discipline arrive. C'est maintenant une discipline olympique. Donc, elle nous a pas dit par contre enfin, quelle autre discipline elle allait remplacer. Mais c'est Ouais. intéressant. Et toi, en termes de poids, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Alors,
Heu, pour moi, sur le papier, ça va changer le fait que je vais pouvoir, monter naturellement parce que c'est vrai que je Ouais, fais un régime pour être au poids. Je fais partie de ces poids légers qui doivent faire un régime. Et malgré tout, je fais partie de ces poids légers qui vont pas prendre 10 kilos. Donc, ouais, du coup, je serai un peu en ballottage, entre guillemets. Mais voilà, il y a des chances, disons que, je ne voudrais pas spoiler, mais il y a des chances que cette décision ne m'affecte pas particulièrement, dans le sens où je réfléchis à l'orientation que je vais donner à ma carrière d'accord. suite à ces jeux. OK, OK. Cool, bah, c'est intéressant de voir qu'il y a du remaniement en cours dans les différentes catégories et c'est ouais, c'est marrant cette histoire de remplacement. J'avais Ouais, jamais entendu ça ouais, avant voilà, donc disons qu'il y a un certain intéressant. nombre de disciplines, il y Ouais, a des quotas à respecter, donc quand on en enlève une, c'est pour en rajouter une autre. Donc voilà, il faut que ça rentre dans les cases, il faut qu'en termes ouais, de nombre d'athlètes, de parité, de nombre de disciplines, il faut que tout soit nickel. Donc voilà, c'est un parfait équilibre en permanence que le CIO essaie de conserver. top. Mm. Alors si on revient peut-être sur ton parcours, avant la médaille olympique, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers de l'aviron? Et peut-être, plus spécifiquement, sur le haut niveau, comment est-ce que ça s'est passé, toute cette évolution? Alors oui, si on remonte à ce qui m'a amené à l'aviron, c'est vrai qu'on remonte bien avant le titre olympique. Donc là, on remonte en 2005, quand le bonhomme il a 11 ans. Je me mets à l'aviron tout simplement parce que bah, j'ai fait pas mal de sport avant ça, et puis je m'éclatais, mais je m'épanouissais pas des masses. Et puis il y avait surtout un critère qui était assez embêtant pour mes parents, c'était le fait de toujours devoir se déplacer, venir me chercher. Tout ça, c'était assez compliqué en termes de timing, d'emploi du temps, et c'était une charge. On était trois enfants, donc jamais très simple finalement en termes d'organisation. Ouais. Et C'était quoi comme sport, par lesquels tu avais commencé? alors j'ai fait de la natation, j'ai fait du foot, j'ai fait de l'athlétisme et j'ai fait du ping-pong. Ah ouais, OK. Donc OK. voilà. Et donc voilà, ce qui fait que qu'on était un peu embêté par les déplacements, et en fait, ben il y avait un club d'aviron en fait tout simplement au bout de ma rue, hein, à 300-400 mètres. Et mon frère, lui, s'y était mis parce qu'il avait besoin, il avait quelques difficultés entre guillemets de concentration, tout ça. Et puis bon, on s'était dit enfin mes parents s'étaient dit que ça pouvait lui faire du bien, et lui il s'y était mis donc avant moi. Mon grand frère aîné de 4 années, il s'y est mis avant moi, et puis lui, bah, ça a été top, c'est-à-dire qu'il s'est fait un groupe de potes qu'il a toujours aujourd'hui. OK. Il a vécu des années formidables, et puis surtout en termes de performance, ça marchait plutôt bien pour lui aussi, parce que chez les catégories jeunes, il remportait pas mal de courses. Et puis cette fameuse année 2004 où il devient champion de France chez les minimes, ce qui pour moi est un peu un déclic, parce que jusque maintenant je l'enviais déjà d'avoir un bon groupe de potes et puis d'aller s'éclater tous les mercredis, samedis, dimanches au club d'aviron avec ses copains. Mais en plus de ça, il revenait avec des médailles, des coupes à la maison, et puis il rendait un peu fier les parents. Donc ça me donnait envie. C'est aussi comme ça que mon frère est devenu mon modèle. Donc dès que j'ai eu l'âge de mettre un pied au club, je m'y suis inscrit en fait en 2005, parce qu'il faut attendre. Finalement, on peut pas commencer trop tôt parce que on dépend de certains réglages, hein. On rentre dans des bateaux dans lesquels il y a des installations, et on peut pas ramer tant qu'on n'est pas entre guillemets suffisamment développé au niveau des membres. Donc on va dire que Ah j'avais donc les atteint bateaux la pour taille les, minimale. pardon, excuse-moi, les Ouais, ouais. bateaux pour les catégories minimes ont les mêmes dimensions que, ceux des JO, enfin celui que tu avais à Rio, par exemple? Bah voilà, dans l'idée, oui, je rame, oui, oui, ça a la Ah même ouais, dimension. d'accord, Alors OK. après, ce qu'on fait, c'est qu'on peut régler le cale-pied, donc les chaussures qui sont à Ouais, l'intérieur, on peut les rapprocher. Enfin, voilà, on peut vraiment faire ramer des petites personnes, hein. mais Mais la voilà, il faut coque, quand même, reste, voilà, il faut quand même attendre. Moi, j'ai dû attendre, je sais pas, de faire par exemple 1,50 m. Voilà. d'accord, Donc c'est d'accord, pas quelque d'accord. chose qu'on peut commencer comme le tennis de table ou autre. Ouais, Quoique pour le tennis de table, faut attendre d'être plus haut que la table quand même. Mais voilà, tu ça vois, peut c'est aider. exactement le même genre de contrainte. Donc voilà, OK, j'ai commencé dès que j'ai pu, en 2005. Et puis j'y ai trouvé tout de suite la même chose que mon frère, hein, c'est-à-dire un groupe de potes. Et puis cette espèce d'addiction finalement qui faisait que je m'y sentais bien, que c'était mon moment d'évasion, que j'étais pas loin de la maison. Donc j'y allais tout seul, j'avais mon indépendance. Et puis vite
assez rapidement, je me suis pris au jeu et puis voilà, les premières compétitions sont arrivées quelques années après seulement parce que j'étais pas encore en âge d'en faire. Mhm. Mais c'est venu assez rapidement et ça a commencé par, si je peux me permettre, beaucoup de branler. J'ai vraiment pas gagné des courses tout de suite, mais en revanche, j'ai toujours eu, enfin dès le début, cette volonté par contre, de progresser pour un jour faire partie de ces jeunes que je voyais gagner, quoi. Donc voilà, ça a payé plutôt sur le tard. Enfin, c'est assez paradoxal de dire ça, hein, parce que j'ai été performant au niveau olympique assez tôt, hein. Enfin voilà, je suis le plus jeune champion olympique de l'histoire de l'aviron français. Mais en même temps, dans les catégories jeunes, je faisais pas partie de ceux qui étaient sur les podiums nationaux non plus. Donc voilà, on va dire qu'à haut niveau, j'ai été précoce, mais en revanche, sur les catégories jeunes, j'ai eu un peu plus de mal à éclore. Mais alors, parce que si tu peux peut-être nous éclairer là-dessus, j'ai vu, à moins si je me suis pas trompé, tu étais champion du monde U23 à 17 ans, non? Non, pas à 17 ans, mais du coup en 2013 à 19 ans. Ouais. À 19, ok, ok, Ouais. ouais, ok. Ah, et ça, c'est pas forcément un âge. Ouais, remarque U23, ouais. Donc, Si- ça arrive qu'il y ait des performances avant 19 ans à ce niveau-là déjà? Non, mais alors en fait, on est sur des catégories d'âge donc assez connues, minime, cadet, junior, et en Ouais, fait l'équipe de France commence à partir de junior, donc ok, l'année de nos 17-18 ans. Donc moi en revanche j'ai été en équipe de France dès la première année où ça a été possible de l'être, donc ça par contre c'était assez précoce. On va dire que j'ai vraiment éclos à ce moment-là, à 16-17 ans. Et, euh, et donc à 17 ans, j'intègre l'équipe de France. À 18 ans, dans ma deuxième année junior et ma dernière année junior, je suis toujours en équipe de France. Et c'est vraiment lors de ma première année senior, donc dès qu'on a 18 ans, l'année de nos 19 ans, on passe chez les seniors, mais on a d'abord 4 années chez les moins de 23 à ok, faire. Donc où il y a entre guillemets un peu moins de niveau que chez les élites, ça permet de, bah, c'est un peu la catégorie espoir chez les seniors. ouais, Voilà, ouais, c'est les moins de 23, les espoirs, l'équipe de France B, enfin voilà, il y a différentes nominations. ok, Et donc en ouais. 8 dès ma première année senior, par contre, je décrochais le titre de vice-champion du monde en double poids léger. Et ça, oui, voilà, c'était assez précoce pour le coup d'être dans une discipline olympique vice-champion du monde dès sa première Ouais. année senior, même chez les moins de 23. Ouais. Et alors, si tu regardes, si tu reviens un petit peu en arrière, que tu regardes tout ce chemin, on va dire cette première étape, tu disais que tu as, pas eu beaucoup forcément de succès, en tout cas au début. Ouais, la question que je me pose, parce que j'entends souvent ça, enfin, ça arrive régulièrement que des champions olympiques ou des athlètes de haut niveau expliquent qu'ils avaient un rêve. Tu vois, à 8 ans, ils se voyaient déjà champion olympique. J'ai entendu un podcast une fois avec, je crois que c'était Sébastien Kiné, qui est champion du monde d'Ironman, de triathlon format Ironman, et il disait à 8 ans, voilà, il voulait être champion olympique. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que ça, tu as gardé la motivation? Tu disais que tu voulais continuer à progresser, devenir meilleur. Tu avais déjà un objectif clair dès tes 11, 12, 13 ans? Ou c'est venu un peu plus tard? Alors, je vais peut-être casser un mythe, mais j'ai vraiment voulu devenir champion olympique que très tard, et j'ai Ok. réalisé seulement que je pouvais le faire au dernier moment. Ah J'ai ouais, pas commencé l'aviron en me disant je veux être en équipe de France, je veux être champion olympique, même si je les regardais toujours à la télé. Pour moi, c'était, enfin, je me posais même pas la question. Enfin, c'est comme, je ouais, sais pas, c'est comme quand on regarde le président à la télé. Enfin, ça nous viendra jamais à l'esprit de se dire, ouais, je vais être président un jour. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose. C'est les choses sont comme ça. Voilà, il y a une équipe de France de toutes les disciplines possibles. J'adore les regarder à la télé, mais moi, dans mon petit monde, voilà, je fais ma vie et puis voilà quoi. Enfin, disons que j'avais pas cette prétention là. Donc, je cherchais vraiment un groupe de potes et puis au début, quand je disais que je voulais vraiment progresser et devenir performant, c'était surtout par rapport à mes rivaux locaux. Enfin, on était vraiment dans ok, quelque chose de, on était loin des Jeux Olympiques. Et puis, quand je dis ça, je te parle vraiment des championnats de Lorraine en cadet quand j'ai 14-15 piges et que mon rival de Commercy, il me tient tête et que voilà, je m'entraîne plus que lui parce que je veux devenir champion de Lorraine. Enfin, ça a vraiment été par étapes, c'est-à-dire que voilà, je me suis rendu compte des portes qui s'ouvraient au fur et à mesure que je les enfonçais en fait. Donc ouais, même finalement, même au moment des sélections en 2017 pour rentrer en équipe de France, je me rappelle la première fois que j'ai entendu le mot
championnat du monde que c'était possible que j'y accède. C'est vraiment le sélectionneur de l'équipe de France qui est venu voir mon entraîneur pendant les sélections et qui lui a dit que bah, je pouvais potentiellement faire partie du groupe pour les championnats du monde. Mais moi, j'étais pas là pour ça. Enfin, Waouh. quand il a dit ça, ça a pris une toute autre dimension. Enfin, c'est même pas que je savais même pas que ça existait, mais je sais pas. J'essayais juste de mettre le plus de monde possible derrière. Et j'avais pas cette prétention de faire partie du haut du panier, entre guillemets, même si je voulais asmater tout le monde, hein, mais je sais pas, ça a pris vraiment une autre dimension à ce moment-là. Et là, je me suis rendu compte que bah oui, je pouvais rentrer en équipe de France, mais même à ce moment-là, le fait juste de prononcer les Jeux Olympiques, les mots, enfin, ça me venait pas à l'esprit, enfin, c'était pas du tout à l'ordre du jour. C'est génial, c'est hyper intéressant de voir qu'il y avait cette notion de dépassement, de détermination, mais pas forcément avec l'objectif des jeux. Et tu dis que c'est devenu, ça s'est concrétisé au fur et à mesure que tu enfonçais les portes. Euh, En termes de performance, les gens autour de toi, c'était quoi leur perception? Est-ce que pour ton entraîneur, sans parler de celui de l'équipe de France, mais est-ce que pour ton entraîneur de l'époque, c'était une évidence qu'il y avait le potentiel? Est-ce que lui te poussait ou même pas forcément non plus? Pas du tout. C'est-à-dire Ok. que, enfin, non, je veux dire, il me poussait dans le sens où, enfin, mon entraîneur de club est quelqu'un d'hyper, il est réputé pour être hyper travailleur. Enfin voilà, on a travaillé à la dure, il nous a entraînés comme des chiens. Enfin vraiment, là-dessus, il voulait vraiment qu'on soit les meilleurs. Mais même au sein de mon club, j'étais pas celui qui avait le potentiel. On va dire que moi, je m'entraînais avec mes potes qui étaient un peu plus jeunes que moi d'un an, donc on était un an sur deux de la même catégorie. Et c'est des mecs qui faisaient entre 1m90 et 2m05, il y en a, enfin. Et du coup, en aviron, ça, pendant longtemps, c'était un critère de détermination du potentiel. Donc moi, j'étais juste le mec qui faisait 1m75, et puis bah, qui ferait sans doute rien parce qu'il n'était pas très grand, mais qui avait le mérite de bien s'entraîner et qui ferait des performances correctes. Donc on va dire que j'étais plutôt dans l'ombre de ces mecs-là, même si je faisais de bien meilleures performances qu'eux. Eux, c'était des mecs qui allaient forcément éclore un jour, quoi. Donc du coup, non, non, j'ai pas, enfin, en tout cas jusqu'à ce que j'arrive en senior, on m'a jamais dit que j'avais le potentiel pour faire ce que j'ai fait. Tu dirais que c'est quoi qui a fait la différence pour toi aujourd'hui? Le travail. C'est vraiment à la fois le travail, l'inspiration et à un moment donné, cette forme de persévérance qui est née d'une envie de justement de sortir de l'ombre de toutes ces personnes, quoi, de dire que Hmm. à un moment donné, il faut arrêter de faire des plans sur la comète sur des gens qui ont jamais rien fait. Et moi, je serai de ceux qui travaillent dans l'ombre, mais qui travaillent et qui un jour mettront enfin, les points sur les i, quoi. Et enfin, ça m'a énormément motivé, ça m'a énormément stimulé pendant toutes mes années, mais même l'année des Jeux, je pensais encore à toutes ces années jeunes où j'ai été entre guillemets un peu éclipsé, où entre guillemets on comptait pas trop non plus sur moi. Et voilà, j'avais cette envie d'inverser la tendance et de prouver à tellement de gens, mais tellement de gens qui s'étaient trompés, quoi. Et que bah, voilà, je serai celui qui aura bossé plus que les autres, qui aura été là où personne d'autre n'a été. Et voilà, cette forme de challenge un peu permanent, cette forme un peu indescriptible, ce sentiment de revanche un peu finalement Ouais. sur des années vécues un peu de cette façon-là. Donc quelque part, j'ai l'impression d'entendre une sorte de revanche. Et quelque part, peut-être qu'on peut leur dire, enfin peut-être que tu peux leur dire merci à ces gens aujourd'hui, parce que si c'est ça qui t'a drivé, c'est vachement intéressant, je pense. Enfin, en tout cas pour moi de t'entendre dire ça. Ouais. Oui et non, il y en a à qui je dirais merci, il y en a à qui je dirais pas merci, mais clairement, enfin celui qui a fait qu'il en est là, c'est juste le bonhomme, quoi. Donc Ouais, ouais, je ouais, reste ouais. persuadé que si j'avais pas eu ça, j'aurais trouvé autre chose pour me motiver, mais voilà, c'est vrai que c'est ce qui a été mon moteur. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai aussi trouvé d'autres motivations. Mais si tu veux, c'est quelque chose qui a été parsemé tout au long de mon chemin. C'est pas seulement pendant mon enfance. C'est-à-dire que même après, quand j'ai été senior, euh, on m'a souvent dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles de faire, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Et pour l'anecdote, la chose qui m'a le plus motivé un jour et sincèrement, je pense c'est ce qui fait que j'ai été champion olympique l'année qui a suivi. C'est qu'en 2015, pour la petite histoire,
je dois rentrer dans le double poids léger français qui ira au jeu. Donc on est en 2015, hein. Le double poids léger, on est sur un duo qui est champion du monde en titre et hyper fort. Et de par mes performances individuelles, dans les grandes lignes, je dois prendre la place de l'un des deux. Et suite à des tests, je suis évincé du double alors que individuellement je le méritais entre guillemets, mais j'étais hyper jeune, eux ils avaient de l'expérience, ils étaient champions du monde en titre et ils étaient promis à faire une médaille au jeu quoi. Je suis évincé et le coach de club du rameur dont je devais prendre la place dans le double vient me voir suite à la décision fédérale de me sortir du bateau et me dit mais tu sais t'as pas à t'en vouloir, tu t'es attaqué à une montagne quoi. C'était juste pas possible. C'est voilà, cette association là elle ira au bout, c'est elle qui ira au jeu et tu peux rien y faire, c'est comme ça, personne peut rien y faire. Et enfin, fallait pas me dire ça quoi, parce que bah, le lendemain j'avais les dents qui rayaient le parquet comme jamais et depuis ce jour-là, mais je me suis donné encore plus corps et âme pour aller au jeu, pour prouver à tous ces gens-là qui pensaient que tout était tracé, que tout était fait, que c'était comme ça, et à travers une analyse subjective qu'on pouvait décerner les médailles à l'avance, bah non, Hmm. que c'était pas comme ça quoi. Et donc du coup l'année d'après, bah, individuellement j'explose complètement et je me place encore plus devant, enfin je creuse l'écart de niveau avec celui que je devais remplacer. J'arrive à faire ma place et on est champion olympique l'année qui suit avec son collègue. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement quand tu as eu cette conversation avec le coach de celui que tu as fini par remplacer? J'ai eu tout de suite envie de repartir à l'entraînement, de lui faire avaler ses paroles. Enfin, je m'en vois encore, j'étais en train de chialer en plus. Enfin, on venait juste de me dire ça et il pensait bien faire, hein, vraiment venir me réconforter, je pense. Mais moi, ça a eu l'effet, bah, je dirais pas inverse, parce que finalement, ça m'a réconforté, ça m'a tout de suite reprojeté sur ce que je devais faire et j'ai arrêté de Hmm. m'apitoyer sur mon sort. Donc ça a fonctionné, mais pas dans le sens que lui l'aurait voulu, parce que derrière, ça, mais ça m'a, je saurais même pas le décrire, mais intérieurement, ça m'a rendu invincible, quoi. Enfin, en termes Ouais. de motivation, j'étais devenu inébranlable et j'avais qu'une hâte, c'était de retourner à l'entraînement et puis de remettre les compteurs à zéro sur l'année qui a suivi et vraiment avec cette volonté de devenir indiscutable. Alors justement, qu'est-ce que là tu viens de nous parler de l'état d'esprit dans lequel ça t'a plongé, qui clairement, avec du recul aujourd'hui, a fait la différence. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur concrètement qu'est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as fait évoluer ta fréquence d'entraînement, l'intensité? Ça a été quoi les gros changements que tu as opérés très rapidement? Disons que je suis quelqu'un qui, par nature et depuis toujours, m'entraîne beaucoup. Donc, j'ai pas pu rajouter non plus du volume à tir larigot parce que enfin, j'étais déjà pied au plancher. Mais en revanche, à chaque fois que j'allais à l'entraînement, c'était avec cette ferme intention de progresser et de mettre cette personne, mais très 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 loin derrière, quoi. Et donc c'était surtout ça, on va dire que j'étais animé pendant les séances d'entraînement et aussi sur les différentes sélections, les différentes compétitions qui ont suivi. Mais en termes de volume d'entraînement, oui, je me suis entraîné un peu plus, comme je le faisais à l'époque, à ce moment-là où je m'entraînais chaque fois un peu plus d'année en année, forcément. Oui. Mais voilà, c'était surtout l'état d'esprit qui a changé et la niaque qui a été encore plus prédominante tous les jours à l'entraînement. Est-ce que tu as un chiffre à partager sur, pour qu'on puisse un peu, se rendre compte, des progrès que tu as fait entre ces 2 années? Je sais pas, est-ce que vous mesurez la puissance sur les coups de je sais plus du coup, est-ce qu'on peut dire pagaie ou c'est pour le kayak les pagaies? Coup d'aviron, non, et Coups nous c'est des d'aviron. rames, pas des pagaies. Ouais. Donc, ouais, comment est-ce que tu mesures du coup la performance? Est-ce que c'est juste le chrono ou il y a d'autres indicateurs, que tu as vu Alors évoluer? on a pas mal d'indicateurs. De manière bête et méchante, chaque année par exemple on passe un test VO2 max. Ouais. Donc ça c'est sur la machine avec le masque, on mesure donc à la fois la VO2 mais aussi la capacité de résistance au lactique et là on passe des paliers de puissance donc c'est un bon moyen de savoir en fonction du moment où on s'arrête
de savoir si on a bien progressé ou non par rapport à cet aspect au moins physiologique et mental même, parce qu'à la fin on progresse plus Ouais. physiologiquement mais uniquement mentalement. Après on a aussi chaque année nos sélections individuelles en bateau au mois d'avril, donc ce qu'on appelle nos championnats de France bateau court, où là on est tous en individuel, en skiff et où on se compare les uns aux autres, donc ça aussi c'est un bon indicateur. Donc là c'est ce qui a fait d'une année sur l'autre que j'ai bien progressé. Par exemple en 2015, quand je m'immisce dans la hiérarchie et que je dois monter dans le double, c'est parce que les deux premiers sont associés, les deux premiers en skiff. Moi je fais deuxième, je suis pour la petite histoire 5 secondes derrière mon futur coéquipier Jérémy Azou et 3 ou 4 secondes devant Stani Delair, donc celui que j'allais remplacer par la suite. Et l'année d'après, je suis dans la même seconde que Jérémy Azou, donc je grappille entre 4 et 5 secondes. Et en revanche, j'en colle 10 à Stani Delair, quoi, ce qui devient un Waouh. boulevard. Donc oui, voilà, ça peut donner une ordre d'idée de chiffres. Et enfin, ce qui permet aussi de mesurer, et on se fie surtout à ça, la progression des rameurs chaque année, c'est ce qu'on appelle le test à l'ergomètre. C'est des tests qu'on réalise à l'entrée de l'hiver et à la sortie de l'hiver sur la machine à ramer, le rameur, l'ergomètre, où on programme 2000 mètres fictifs et où on doit aller le plus vite possible tout en sachant que là, il n'y a plus vraiment d'aspect technique qui rentre en compte et que ça va être uniquement physiologique, physique et dans la tronche, quoi. Donc là, c'est une puissance développée maximale pendant, donc sur 2000 mètres, donc pendant environ 6 minutes. Donc oui, ça c'est un bon facteur quand on parle de progression. On regarde Hmm. chaque année la progression sur le test ergo et là ça cause. Et la différence, du coup, entre les 2 années pour ton test ergo à toi, ça a été de combien? Si tu t'en Et rappelles? ben là, oui, oui, bien sûr. Donc en 2015, je devais effectuer, je devais être en 6 minutes 08 et je dois faire 6 minutes, mon nouveau record 6 minutes 05 en 2016, 2015, enfin fin 2015, début 2016. Donc oui, c'est assez significatif parce que 3 secondes à ce niveau-là, sachant que j'étais déjà le deuxième meilleur temps réalisé à l'ergomètre derrière Jérémy Azou, oui, c'était assez Ouais. significatif pour le coup. Waouh. OK. OK. Donc super. Donc là, on a bien échangé sur, ce peut j'ai l'impression quelque part, hein, tu me dis si je me trompe, mais ce qui a été le déclic, pour toi, Ouais. cette décision en 2015, qui finalement t'a mis dans un état d'esprit, où tu as juste tout déchiré et tu es allé arracher ta place. Mm. Hem Et comment est-ce que ça s'est passé avec, je savais pas qu'on utilisait ce terme, mais, en termes d'entente dans votre association avec Jérémy? C'est une question qui revient souvent. Souvent, on me Ouais, demande comment ça s'est passé avec Jérémy et Stani, qui étaient les deux qui formaient le duo avant que j'ai brisé, entre guillemets, et qui, par la même occasion, ont été les meilleurs amis du monde. Donc, ça a été une relation à trois, finalement, avec Stani, qui devenait remplaçant du double poids léger, alors OK. qu'il avait été titulaire, champion du monde dans la catégorie, mais se retrouver sur le banc des remplaçants, entre guillemets, mais pas à cause d'une contre-perf, mais à cause du simple fait que j'étais là, entre guillemets. Donc oui, donc ça a été une relation un peu particulière, qui était différente bien sûr avec Jérémy qu'avec Stani, mais qui a quand même été, ma foi, je pense, plutôt très bien gérée. Et pour ça, on a été hyper bien cadré aussi par Alexis Besançon, notre coach en équipe de France, le coach double poids léger français, OK. qui a établi des règles assez claires. Et à partir du moment où on signait entre guillemets pour ces règles-là, on n'avait pas à se plaindre, quoi. Donc c'était les règles du jeu étaient assez claires dès le début, donc partant de ce principe-là, il pouvait pas y avoir d'animosité à outrance. Mmh. Et après, bon bah voilà, c'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres et des passages finalement très chargés émotionnellement pour tout le monde et de manière différente. OK. Mais OK. globalement, c'est quand même quelque chose qui s'est bien passé parce que ça a abouti à un titre olympique et sans, on va dire, sans dommages collatéraux, j'ai envie de dire. Mmh. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je suppose, je suppose que vous avez réussi à gérer cette collaboration. Enfin d'ailleurs, c'est peut-être une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que ça aurait été possible de gagner ce titre olympique sans, une parfaite entente et une excellente collaboration entre vous 3? Une chose est sûre, c'est que non. Ouais. L'un des facteurs clés de succès en aviron, c'est vraiment la synergie, quoi.
Et je reste persuadé qu'on peut pas construire un bateau ultra performant. On peut construire un bateau performant avec des individualités fortes qui ne s'entendent pas, mais on peut pas construire un bateau ultra performant capable d'aller décrocher un titre olympique s'il n'y a pas un minimum de synergie, de symbiose Hmm. entre les bonhommes qui font que quand il faut y aller, quoi, quand il faut se donner, il faut avoir une confiance aveugle en l'autre et il faut être capable de Ouais. finalement de mettre notre vie entre ses mains, quoi. Il faudrait, enfin, clairement, on n'y est pas, quoi, mais c'est un champ de bataille sur lequel on est avec un mec à côté et on met clairement notre vie entre ses mains. Et dans l'image, il faudrait faire une confiance semblable à cela. Je dis pas qu'on se retrouve dans ce contexte-là, hein, mais voilà pour dire en gros, pour essayer d'imaginer un peu quel genre de confiance on peut avoir en l'autre. Donc oui, c'est important. Hmm. Est-ce que tu pourrais nous revenir avec nous sur cette journée de la médaille olympique et nous faire un petit peu une sorte de tu vois, visite de ce qu'il y avait derrière le rideau, comment ça s'est passé, les émotions, comment tu te sentais jusqu'à la ligne de départ et l'épreuve elle-même jusqu'à la médaille et comment est-ce que tu as accueilli cette victoire? Bien sûr, ouais, ouais, c'est tout à fait possible. Au risque, encore une fois, de casser un mythe, mais bien sûr. Euh, Dans l'idée, ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux de Rio étaient assez particuliers pour l'aviron parce que les épreuves ont été reportées une paire de fois à cause des conditions climatiques. Ok, Le bassin n'était pas praticable, il y avait vraiment beaucoup de vent, on était vraiment sur la façade qui donnait sur l'océan, donc forcément beaucoup de vent. Nous, on était sur un lac, sur un lago vraiment juste derrière, donc on avait le vent qui venait de l'océan, c'était vraiment pas praticable tous les jours, donc beaucoup d'attentes sur ces Jeux Olympiques. Et donc la finale a été reportée une ou deux fois. Je sais plus exactement parce que je sais qu'on a eu deux reports de course, mais je sais plus si ça a été une fois sur la demi et une fois sur la finale ou deux fois la finale. Donc c'était assez compliqué à gérer parce que finalement on s'apprête, on se prépare pendant des années à être prêt le jour oui. J. Et voilà, quand c'est décalé une fois, bon bah voilà, on s'adapte. Et deux fois, bon, voilà, ça commence à être un peu long. Et puis bah, c'est à dire que la troisième fois, il faut y aller, il faut être prêt. Donc difficile à gérer, d'autant plus qu'on a le facteur du poids aussi qui était dur à gérer parce qu'on fait pas grand chose de nos journées. Enfin, si on faisait entre une heure et demie de cardio, c'était le bout du monde parce qu'on voilà, on devait être en forme et récupérer. Donc c'est dur aussi de perdre du poids quand on est sur des indices de masse grasse hyper basses en faisant uniquement ça tous les jours. Donc même en mangeant pas, le poids remontait quand même. Donc Ah c'était oui. assez stressant à l'approche du dernier jour. Mais voilà, si je dois me concentrer uniquement sur le jour de la finale, le vrai, le bon, on s'est levé donc avec Jérémy et on a eu donc, le premier réflexe c'est d'aller se peser, forcément, pour savoir si on allait pouvoir prendre un petit déj ou pas, parce qu'il allait falloir qu'on se pèse avant la course. Donc pour info et compléter ce que je disais tout à l'heure, donc c'est sous les 72,5 kg individuellement, mais le bateau, lui, doit faire en moyenne 70 kg. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un bonhomme à 67,5 kg et un autre à 72,5 kg. La moyenne à Ah 70, d'accord. c'est bon. Mais souvent, on se répartit 70-70. Et Ok. on doit aussi se peser en tenue de compétition. Ça peut paraître ridicule, mais on a des combinaisons qui pèsent 200 grammes, donc ça fait 400 grammes à deux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en moyenne sous les 70 kilos si on prend en compte le poids de la combinaison et le fait qu'on veuille prendre un petit déj quand même, qu'on puisse manger au moins quelque chose, ne serait-ce qu'un bout de pain, le jour de la compétition quand même. Donc il y a tout ça à prendre en compte et donc on se lève avec Jérémy et on va sur la balance et on s'aperçoit que sans la combinaison, on est tous les deux à 70-0. Donc Ah. ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus qu'à prier pour qu'on passe aux toilettes d'ici la pesée et puis surtout, on mangera pas quoi. Donc voilà, ça a une journée qui, en plus de s'être fait attendre, commençait un peu pas de la meilleure des façons. Ouais. donc, euh, donc voilà, bon, c'est pas grave, il faut faire avec, c'est le jour de la finale des Jeux. Bon, on va pas s'arrêter à ce détail-là, et puis de toute façon, ça fait 2 mois qu'on mange plus rien, donc on n'a plus vraiment faim, on s'est habitué. Donc voilà, pas de souci. Moi, je me souviens avoir mangé juste une barre de céréales qui faisait 25 grammes. Donc voilà, après on a pris le bus, pour aller du village olympique au site de la compétition. C'était des voyages qui étaient assez longs, nous le site était assez loin, on mettait en général 3 quarts d'heure à y aller, donc je me souviens bien de ce trajet en bus où on longe l'océan, où c'est des décors
assez époustouflant et en même temps, là, il m'a paru vraiment interminable ce jour-là. Parce que je me disais, bah voilà, la prochaine fois que tu reprends ce bus-là dans l'autre sens, chose que tu fais tous les jours, ben tu sauras si tu es champion olympique ou pas, quoi. Donc du coup, c'était une sensation un peu particulière, tout en mêlant le fait que bah il allait falloir se mettre une race physiquement, qu'on n'avait rien mangé, tout ça. Donc c'était bon, voilà, assez lourd, mais j'écoutais ma playlist, donc tout allait bien. Et donc arrivé sur le bassin de la compétition, on s'aperçoit que les conditions sont correctes. Donc ça va certainement courir, ce serait pas annulé. Donc du coup, on se dirige vers la pesée, il est l'heure. À ce moment-là, donc on se pèse, on passe de souvenirs tout juste au poids, peut-être avec 100 ou 200 grammes de marge, parce qu'il y en a un des deux qui est allé pisser. Donc voilà, ça passe. Et donc juste derrière, en fait, moi je me souviens avoir mangé un peu de sport déj, donc c'est la seule chose, une collation qu'on peut se permettre de manger, parce que ça se digère hyper vite. Vu qu'on est 2 heures avant la course, on s'échauffe 1 heure avant la course, donc ça veut dire qu'on est au moment de la pesée 1 heure avant de se mettre en route. Ouais. Donc c'est pas le moment de manger ne serait-ce qu'une banane, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de manger un peu de poudre avec de l'eau. Donc c'est ce que j'ai fait. Jérémy avait dû aussi emporter quelque chose, peut-être des biscottes ou quelque chose comme ça. Il était pas trop sport déj, mais il avait dû manger des biscottes, quelque chose comme ça, histoire de se contenter quand même. Et, euh, et donc ensuite on a attendu souvent donc on a un temps d'attente donc entre la pesée et le début de l'échauffement, un temps d'1 heure où on se pose au bassin, on s'est pesé, on mange un petit bout et on attend l'échauffement. Et donc là on était dans la salle où sont rediffusées les courses devant l'écran. Et puis bon, on regardait les courses qui avaient déjà commencé, quoi. Il y avait des courses avant nous, donc on se mettait un peu dans l'ambiance comme ça. Ambiance très très silencieuse, très calme, parce que tous ceux qui sont autour de nous, forcément, ont une finale ce jour-là. Hmm. C'est plus les tours éliminatoires, donc c'était que des jours réservés au final A. Donc tous les gens qui étaient autour de nous, finalement, étaient en train de vivre bah, le meilleur jour de leur vie, quoi, en théorie, hein. Donc quelque chose d'assez pesant. Je me souviens quand pour la petite anecdote d'avoir des Chinois qui sont pointés à côté de nous et qui ont mangé des nems Ok. en sortant de la pesée, parce que eux sortaient de la pesée et ils se sont pas fait chier, ils ont bouffé des nems. Donc, tu vois, au niveau processus de digestion, on n'était pas tout à fait sur le même principe, quoi. Nous, on n'osait déjà pas manger une banane, alors voilà. Mais bon, voilà, écoute, c'est un choix. Donc je me souviens très bien de ça, ça m'avait choqué. Et ensuite, donc c'est assez vite arrivé lors de l'échauffement. Et là, je me souviens que il y a eu une éclaircie, enfin il pleuvait jusque-là, il y a eu une éclaircie qui m'a fait dire ouais, c'est nickel quoi. Le bassin était franchement pas trop mal, une petite risée de vent, mais bon voilà, je me suis dit ça va le faire et donc on est parti à l'échauffement assez vaillant en termes de vêtements. Et je me souviens qu'au bout de 10 minutes d'échauffement, on est censé s'échauffer environ une demi-heure. À ce moment-là, il est tombé des hallebardes, mais un truc de ouf. Et je me suis retrouvé complètement trempé. Et je me rappelle qu'on a embarqué sur l'eau complètement trempé avec la visière et tout, obligé de s'être changé, tout ça. Donc oui, je me souviens très bien de ça. Et en même temps, ça avait calmé le vent. Donc du coup, on se retrouvait, comme on dit, un petite pluie à bas grand vent. Donc on s'est retrouvé à devoir embarquer sur un billard, quoi. Parce qu'on appelle nous un billard avant Hmm. vraiment une flaque d'huile, quoi. Donc ça, c'était cool. Mais donc voilà, l'échauffement se déroule sans encombre, mis à part ça. Et puis, à vrai dire, je me souviens que des brides du discours de l'entraîneur juste avant de nous faire embarquer. Mais je me souviens de l'essentiel, quoi. Je me souviens que à ce moment-là, on est à une demi-heure de la course, c'est le moment d'embarquer, et je me souviens très clairement que la stratégie du coach, c'est de rouvrir toutes les blessures passées, quoi. Donc il nous connaît très bien, il nous connaît sur le bout des doigts, il sait qu'on a eu des parcours différents et il nous regarde chacun dans les yeux, chacun notre tour et il s'amuse, il prend un malin plaisir à rouvrir les blessures du passé et à dire qu'aujourd'hui, ben c'est le moment de se servir de tout ça, quoi. Et, euh, et ça marche plutôt bien quand on embarque sur l'eau avec tout ça en tête, mais en même temps, voilà, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on c'était au risque de casser un mythe. Le sportif de haut niveau, il a beau, je parle pour moi, hein, mais je pense on n'est pas loin de pouvoir faire une généralité. Il a beau se préparer toute sa vie pour un événement, disons que le jour où il faut y aller, où il est dans le cadre de la compétition, et tout est fait pour que voilà, ce soit aujourd'hui, et ben tu sais pas pourquoi il a tout sauf envie d'être là, quoi. Hmm. Donc c'est quelque chose, c'est assez indescriptible, c'est une pression qui paralyse, qui donne envie de vomir, qui donne envie de changer de vie, de se dire mais putain, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là, enfin pourquoi je m'inflige ça, et c'est quelque chose d'assez indescriptible finalement, qui fait que ouais, on est vraiment comme si notre corps nous faisait passer un message, et
comme si notre instinct de survie prenait le dessus et qu'on se retrouvait face à un danger, mais vraiment imminent pour nous, quoi. Et donc, il y avait à la fois les mots du coach qui résonnaient et en même temps cette peur tétanisante qui faisait en fait me dire mais putain j'ai pas envie d'y aller quoi. Et à ce moment-là il se passe plein de choses dans notre tête, c'est-à-dire qu'on se dit on monte au départ et moi en tout cas je me dis personnellement je sais que c'était pas le cas de Jérémy hein, parce que lui il savait clairement ce qu'il voulait mais bon, en tout cas j'aime me dire qu'il pensait pas ça, mais moi j'en suis venu à me dire à un moment donné putain mais même si on fait deux ou troisième enfin je m'en fous quoi. Finalement t'en viens à un point où tu revois tes ambitions un peu à la baisse juste avant le départ, tu sais, tu te dis mais en Hmm. fait ouais, j'en ai tellement marre de cette pression, tellement marre de ressentir ça. C'est bon, donnez-moi la médaille de bronze et c'est bon, ça me va très bien, tu vois. Et ça, c'est assez dur à gérer. Finalement, je pense que ça a été pour moi le plus gros défi parce qu'il y avait énormément de pression à gérer, notamment de par le fait que j'avais pris la place au dernier moment d'un binôme qui fonctionnait très bien, donc que je pouvais pas faire autre chose que gagner. Donc il y avait une pression qui était vraiment supplémentaire. Et donc voilà, je me dis vraiment ça jusqu'en montant au départ, même si heureusement et je me concentre aussi techniquement et ça fait passer les coups. Ça fait passer les coups, je me concentre techniquement à être avec Jérémy. Je fais aussi une espèce de scan corporel pour savoir si je suis en forme, si tout est vraiment optimisé, si je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même. Donc ça fait passer un peu le temps. Et puis donc après, voilà, on est assez rapidement dans les starts. Et là, c'est interminable. C'est clairement interminable. Ça a beau durer que 2 ou 3 minutes. C'est franchement, c'est les minutes les plus longues de ma vie. On a l'impression que ça dure 2 heures. Le feu rouge est allumé et là, on est tous là, on poireaute et on se dit, mais est-ce qu'on va vraiment y aller? Est-ce qu'on va vraiment le faire? Et, et je me souviens avoir regardé, jeté un petit coup d'œil en haut à gauche et en fait, on était au pied du Corcovado. Et donc, ouais, je voyais le Christ Rédempteur qui avait un œil sur nous et c'est une image qui m'a marqué parce que putain, je me dis, mais waouh, là, enfin, t'es à Rio de Janeiro, t'as toutes les caméras du monde entier qui sont braquées sur toi, t'es au pied du Corcovado, t'es en train de te préparer à courir une finale olympique, enfin, c'est un truc de malade quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment mis dedans, entre guillemets quoi. Ça m'a fait réaliser et sur les premiers coups de pelle de la course, j'ai réussi à me mettre dedans tout de suite physiquement, mais j'ai eu quand même une sensation particulière tout au long de la course finalement où une fois arrivé à la mi-course, aux 1000 mètres, il y avait toujours une partie de moi un peu tétanisée et je me revois à me dire en fait on n'avait pas encore fait le trou sur nos concurrents, c'était hyper serré, mais aussi parce que moi physiquement je m'étais pas investi, enfin j'avais eu du mal à m'investir encore jusque maintenant, j'étais encore un peu paralysé et je me vois passer la mi-course en me disant mais waouh, là faut y aller con, enfin là c'est bon, c'est parti, on est à la mi-course, enfin c'est déjà presque fini, il va falloir se bouger et pas être spectateur quoi. Et voilà, vraiment je me souviens vraiment d'avoir passé cette mi-course sans aucune douleur, comme si j'avais été spectateur jusqu'à ce moment-là. Et après de se mettre en route. Mais bon voilà, c'est qu'une impression, évidemment que j'étais quand même engagé à 100%, mais il y avait cette sensation finalement, ces pensées un peu parasites qui me Hmm. donnaient l'impression d'être en deçà de ce que je pouvais donner et d'être un peu spectateur quoi. C'est assez particulier à décrire, je sais pas si je le fais bien, mais bon voilà. Et puis ensuite, bah, le reste de la course passe très vite parce que Jérémy place une attaque gigantesque après la mi-course, donc moi je m'accroche à mes pelles pour le suivre. Là on fait le trou, et à partir du moment où on a plus d'un bateau d'avance sur tout le monde, je me dis juste que là maintenant il faut tenir, et c'est qu'une question de 1 ou 2 minutes à serrer les dents pour une gloire éternelle, hein, entre guillemets, quoi. Donc là, il y a qu'à ce moment-là où on se met vraiment dedans et on se dit putain, on va vraiment le faire. Et donc du coup, là je m'accroche vraiment, et quand Jérémy, lui, cale un petit peu, parce qu'il avait tellement donné, il nous avait tellement offert une avance considérable, cale un tout petit peu sur les 200 derniers mètres, là moi je suis vraiment dedans, enfin, pour le coup je me suis vraiment mis dedans, et sur les 200 derniers mètres je serre les pelles et je pousse aussi fort que ma connerie quoi. Et du coup c'est assez inépuisable, donc franchement j'arrive vraiment à m'employer à ce moment-là, et c'est chaud parce que tous les bateaux nous remontent, et bon, pour les connaisseurs, ils savent que quand ça se finit, on gagne, mais à la photo finish. Pour info, on gagne avec seulement 5 dixièmes d'avance sur les deuxièmes, donc on s'est fait remonter de folie à la fin. Mais voilà, on arrive à conserver cette petite pointe de bateau d'avance qui nous permet d'être champion olympique. Et à partir de ce moment-là, tout va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite, quoi. Euh, je me souviens encore au moment de la cérémonie, il y a un mec sur le côté avec qui je me suis entraîné toute l'année, un ancien, entre guillemets, un certain Dorian Mortelette, qui est lui médaillé de bronze aux Jeux de Pékin, médaillé d'argent aux Jeux de Londres, mon idole en fait. Le mec avec qui je me suis entraîné ces dernières années et qui était juste mon modèle jusque maintenant, mon inspiration.
Lui, il n'était pas médaillé, ils ont fait cinquième. Il avait fini sa course et il était là à côté du podium. Et je l'entends encore me dire, putain, profite Pierrot, quoi, profite. Parce que c'est des moments de ouf, quoi. Et il me disait ça au loin, il me gueulait ça de profiter. Et ça m'a marqué. Je me dis, putain, ouais, allez, faut profiter. Et malgré tout, bah, c'est passé en un éclair, quoi. C'est passé hyper vite. Et puis voilà, on était vite redescendu du podium. Et en revanche, le reste de la journée, donc là, on était peut-être vers midi, 13h. Et le reste de la journée, en revanche, a été très 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 longue parce qu'on a dû faire donc la tournée des médias quoi, enfin au village France. Donc tous les plateaux télé en plus sont tombés sur le bon créneau horaire pour faire du direct. Donc on les a tous enchaînés et jusqu'à 1h du matin on Waouh. n'a vraiment rien vu passer quoi. On a bouffé deux trois petits fours par-ci par-là alors qu'on n'avait rien mangé de la journée. On a mangé deux trois petits fours entre deux plateaux télé et c'est allé super vite et je me souviens que bah là je casse aussi un mythe, j'ai même pas fêté ma médaille quoi. Enfin, j'étais champion olympique et le soir il y avait une méga teuf au Club France normal et bah c'est tous mes copains qui l'ont fêté pour moi parce que moi j'ai pris la dernière navette, la première que je pouvais prendre après toutes les sollicitations et à 1h du mat, 1h30 j'étais de retour au village olympique et je dormais quoi. Et donc du coup c'est plutôt une saveur qui s'est diluée dans le temps après, mais c'est vrai que je l'ai pas fêté sur le moment sur place quoi. OK. Bon voilà. Et bah, écoute, franchement, merci pour le récit. C'était fascinant de t'écouter, revenir sur le déroulé de la journée et tu disais que ça a été pour, 5 millièmes de seconde, c'est ça? 5 dixièmes, ouais 5 5 dixièmes de dixièmes quand seconde, ouais. même. Ouais ouais. Heu, Donc une demi-seconde. une demi-seconde et ça, du coup, vous avez eu enfin, vous avez su directement sur l'eau, immédiatement, que vous étiez champion olympique ou il y a eu une espèce de décision, un check des vidéos, il a fallu attendre? Non, moi oui, je le savais tout de suite parce que je suis derrière Jérémy en fait, donc c'est moi qui suis le plus proche de la pointe qui compte, entre guillemets, Ouais. celle de l'arrivée. Et donc j'ai une meilleure vue, entre guillemets, je suis un peu la tour radar, donc non, en arrivant, je savais tout de suite que j'avais gagné. Jérémy a quand même pris soin de checker de checker le tableau d'arrivée quand même. Bon, parce que bon, c'était pas. Pour 5 dixièmes, c'est pas vraiment une photo finish, hein, c'est-à-dire que euh, tout de suite, ça s'affiche, France, Ouais, Irlande, Norvège, tout de OK, suite. Mais lui, de sa position, il pouvait pas le discerner, quoi. OK. Donc il a quand même pris le temps de checker ça avant de s'effondrer, quoi. Waouh! Et tu parlais tu faisais référence à des ressentis, plutôt physiques avant la course. Tu disais que tu avais, voilà, c'est peut-être presque cette envie de vomir ou le ventre noué. Qu'est-ce qui s'est passé physiquement au moment où toi, tu as vu que vous étiez médaillé olympique? Enfin, champion olympique, pardon. Bah, là, on a des ressentis complètement différents. Par exemple, Jérémy, lui, j'aimerais vraiment pas être à sa place à ce moment-là. Il avait tellement cette capacité à aller au bout de lui-même, mais vraiment comme personne, quoi. Et clairement, lui, c'est un cauchemar. Les minutes qui suivent, même le podium, tout ça, souvent pour lui, c'est un cauchemar parce que il est dans le brouillard complet, il est oxy au bout de sa vie, enfin, il tient plus debout. Moi, bon, j'en étais pas encore là, entre guillemets, j'avais pas cette capacité-là, comme lui, à me vider à 100% pile. Donc j'ai quand même cette montée d'acide lactique. Bon, voilà, il faut que je récupère et je suis au bout de ma vie aussi, mais je savoure un peu plus que lui, je pense, malgré tout, à ce moment-là. OK. Même si ça brûle de partout, qu'on est défoncé, qu'on n'a rien dans le ventre et que là, les 200 derniers mètres, en plus de la course entière, ont été assez rudes, quoi. Donc, on a la particularité en aviron d'utiliser absolument tous les muscles du corps. Donc là, il y a tout qui brûle sans exception, quoi. Et à quel moment est-ce que tu as repensé à cette espèce de revanche, ce que tu voulais prouver à toutes ces personnes, que tu évoquais un peu plus tôt et je sais pas si c'est ça que l'entraîneur, tu disais il avait ouvert un peu tous les robinets des souffrances qu'il connaissait pour vous juste avant l'épreuve. À quel moment est-ce que tu as repensé à ces personnes et que tu t'es dit: «Voilà, c'est fait, je vous l'ai montré»? C'est la deuxième chose à laquelle j'ai pensé en passant la ligne. Donc je OK. dirais que j'y ai pensé peut-être 5 secondes après avoir passé la ligne. Euh, ouais, donc j'y ai pensé assez rapidement. C'est vraiment la deuxième chose à laquelle j'ai pensé dans mon esprit. Waouh. Ouais. Et ouais, j'ai lâché une phrase, d'ailleurs, on l'entend un petit peu, mais instinctivement, voilà, je dis qu'est-ce qu'il y a là? Genre, voilà quoi, enfin, voilà, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Il est là, Pierre. Ouais. Waouh, OK. Oui, alors
tu l'évoquais, mais c'est quelque chose que j'ai découvert quand je regardais toutes tes vidéos, toutes les vidéos que j'ai pu trouver sur toi, les entraînements, etc. T'évoquais le fait que l'aviron, c'est un de ces rares sports qui mobilise tous les muscles. Mm. Euh, et juste peut-être pour qu'on se rende compte un petit peu, quand tu dis que Jérémy, il était au bout de sa vie, etc. Enfin, à quel point est-ce que c'est incapacitant, parce que on pourrait se dire, tu vois, c'est juste 6 minutes. Je pense que personnellement, je vois à peu près, parce que moi, le judo, c'était 3 minutes, extrêmement long. Mais comment est-ce que tu pourrais décrire cette sensation quand tu as passé la ligne en termes de fatigue, Mm. tout qui retombe, Ouais. ça ressemblait à quoi? C'est hyper compliqué à décrire parce qu'en fait, pour prendre l'exemple de Jérémy, enfin, n'importe qui, mais c'est l'idée de se dire, bah, enfin, c'est un mélange de tétanie, de brûlure, d'asphyxie, on a l'impression d'être sur les courses où on s'en met vraiment une bonne, où on a l'impression d'être finalement en plein milieu d'un incendie, quoi. C'est-à-dire que on a du mal à respirer et le peu qu'on respire, ça brûle chaque alvéole des poumons. Quand on essaie de solliciter n'importe quelle partie du corps, soit elle répond pas, soit elle répond au prix d'une forte douleur. Et par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est juste le fait de ne pas pouvoir se mettre debout, quoi. On s'aperçoit que le muscle, si on le contracte, ça part en crampe, mais à la moindre demi-seconde de contraction. Et je me souviens que on n'est pas sorti du bateau debout, enfin, on est sorti du bateau en rampant littéralement, quoi. Enfin, on on n'a pas mis le pied sur le ponton, on a mis les mains et on s'est roulé, quoi. Et j'ai cette Ah ouais. image encore où on est tous les deux affalés sur le ponton, et où Jérémy, lui, clairement, enfin, on a dû le soulever, on a dû le porter, parce qu'il était encore à bout de souffle, il était encore, voilà, c'est que 6 minutes, mais c'est 6 minutes, on est un sport de résistance, en fait. Et Ouais. donc, du coup, on développe la notion de force-endurance, et l'idée, c'est de développer un maximum de puissance le plus longtemps possible. Donc, si on appelle ça de la résistance, c'est vraiment parce qu'on va atteindre notre pic de puissance très tôt dans la course, et que l'idée, si on veut gagner, c'est de le maintenir, voire de l'accélérer. Donc, faites ça pendant 6 minutes en hyperventilation, en hypertrophie, en hyper tout ce que vous voulez, et vous avez le résultat d'une course d'aviron. Et là, on s'aperçoit que 6 minutes, c'est déjà beaucoup trop, quoi. Bah déjà, encore une fois, un merci pour ce témoignage sur enfin, le fait de partager cette journée olympique. C'était vraiment, j'ai bu tes paroles, j'essaie de Avec visualiser un plaisir. petit peu, c'était waouh, intense. En tout cas, la façon dont tu le partageais, on sentait vraiment qu'il y avait, ouais, il y avait une grosse dose émotionnelle associée à tout ça. Et Ouais, la question que je me pose, parce que tu l'as dit toi-même, tu t'es rendu compte à mi-course que physiquement, enfin, les indicateurs étaient ouverts pour toi. ouais, Et que c'est vraiment, en tout cas moi quand je t'écoutais, j'ai vraiment eu le sentiment que la course, elle s'est vraiment jouée dans la tête pour toi. mm, Je ouais. sais pas comment c'était pour Jérémy. Clairement, Si, Jérémy, lui, ça s'est joué partout, quoi. ouais, Enfin, pour nous deux, ça s'est joué à la fois dans la tête et dans le corps, mais voilà, je pense que si Jérémy avait, enfin, c'était mon aîné, mon modèle et beaucoup plus d'expérience, et finalement, heureusement que ça s'est fait comme ça, heureusement que j'en avais sous le pied à la fin pour nous sauver, ouais, et lui, heureusement qu'il en a mis avant, mais Jérémy avait beaucoup plus d'expérience et avait cette capacité, je pense, à se dissocier des enjeux et aussi à s'investir quand il le fallait, à la hauteur de ce qu'il fallait aussi, donc lui, je pense que physiquement, déjà au 1000, enfin, à la mi-course, il était déjà complètement cuit, quoi, parce que finalement, il explose quelque chose comme 600 mètres après, donc ça veut dire qu'il était déjà bien entamé, quoi. ouais. Mm. Waouh. Et enfin, quelle ressource est-ce que tu mobilises toi quand le physique est enfin voilà, quand tu es déjà, dans le rouge ou à la frontière de la ligne rouge et que tu sais que tu as encore, 1000 mètres, ou plus ou même enfin, même si c'est que 500 Mm. mètres, si tu es déjà Mm. moitié en, Mm. asphyxié et que tu Mm. plus, tu vois, tu plus rien dans les bras, dans les jambes, enfin, c'est quoi comment tu fais pour te remobiliser? Ouais. Moi, je me réfugie vachement dans mes sensations. OK. C'est-à-dire que je me focalise sur une sensation en particulier de mon corps en termes de ressenti. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, si c'est en bateau, ça peut être à un moment donné la glisse du bateau, à un moment du tempo qu'on met. Enfin, ça peut être juste une bride, mais quelque chose que j'essaie de retrouver coup après coup et qui m'occupe en fait finalement. OK. Ça peut être la manière de mettre les pelles dans l'eau. J'essaie de me réfugier dans quelque chose, de trouver un espèce de confort dans la douleur.
Et voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et après, une fois que ça suffit plus, bah c'est à la tronche quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on peut plus se réfugier nulle part, il faut juste lâcher les chevaux et penser à ce qu'il faut pour se remobiliser et rester dans le truc. Donc ça peut être à n'importe quoi, mais quelque chose qui nous motive de manière assez profonde, parce que il Hmm. faut que ça nous permette de tenir quoi. Donc c'est sûr que si on pense juste à ce qu'on va manger après la course, ça suffira pas par exemple. Quoi. Donc Ouais. dans l'idée, tu vois, c'est quelque chose. Non mais voilà, on se rappelle pourquoi on fait tout ça et voilà, on s'imagine, je sais pas, moi, ça va être un truc tout con, mais voilà, je pense à ma famille derrière l'écran, une connerie comme ça, et juste, t'as l'image de ta famille dans ta tête, et tu l'imagines vivre le fait que tu sois champion olympique, quoi, tu vois, Hmm. et tu te dis, bah, ouais, et je veux que dans une minute, ça se passe comme ça, quoi. Et là, tu te poses même plus de questions, enfin, c'est parti. En quoi est-ce que tu dirais que cette expérience, enfin cette médaille olympique évidemment, mais toutes les expériences par lesquelles tu es passé sur cette journée, qu'est-ce que tu en retires? Parce que tu évoquais le fait que Jérémy lui, il est tout donné physiquement et mentalement, et que, de ce que j'ai pu comprendre, c'est l'expérience peut-être qui lui permet de déclencher un niveau supplémentaire par rapport à ce que toi, tu as fait sur cette journée. Avec quoi est-ce que tu es reparti après cette journée olympique? Bah, il y a forcément eu l'aventure humaine qui a laissé des traces. Enfin, Ouais, c'est-à-dire que voilà, on a réussi à aboutir au titre olympique du double poids léger, alors qu'on était trois bonhommes dans le projet, enfin, pour ce qui était des rameurs, quatre avec le coach, mais on était trois à pouvoir prétendre à monter dans ce bateau. Donc une aventure humaine quand même assez atypique, mine de rien, avec énormément de maturité gagnée par rapport à ça. Et donc aussi beaucoup de maturité sur ce type de problématique managériale, j'ai envie de dire, parce qu'on était ouais, en plein dedans. Donc voilà, une grande source de maturité, et puis aussi surtout beaucoup de concret dans ma tête, c'est-à-dire que en repartant des jeux avec ce titre, je réalise seulement que c'est possible de le faire. Et donc je retourne à l'entraînement en me disant, bah ouais, maintenant je sais ce que c'est que d'être champion olympique, et je sais que j'ai été capable de le faire, je sais ce que je dois mettre en place pour le redevenir, et à partir de, maintenant, de ce moment-là, en fait, tout est devenu plus concret, en fait. J'avais l'impression de moins courir après une chimère, mmh, parce que, bah voilà, même le jour de la finale, voilà, personnellement, j'avais du mal à me dire, j'y croyais pas, enfin, ou alors je voulais pas y penser, mais j'arrivais à, enfin, comment dire, j'avais du mal à croire que je serais champion olympique, même si je faisais tout ce qu'il fallait, enfin, même jusqu'au jour J, ça restait presque une chimère, quoi. Moi, je me contentais de faire ce que j'aimais faire, ce que je savais faire de mieux, mais j'avais du mal à me mettre sur ce piédestal, entre guillemets. mmh, Voilà, je sais pas, c'est un peu comme si tu gagnes au loto, quoi. Si tu gagnes 100 patates, ouais. tu te dis, bah putain, t'as du mal à réaliser, et puis t'y crois pas, et puis tu gardes tes habitudes de tous les jours, alors que, enfin voilà, c'est un peu pareil, se dit, putain, mais en fait, je fais ce que je fais d'habitude, je le fais bien, et t'as du mal à y croire. Et donc, du coup, une fois que tu repars des Jeux Olympiques en étant champion olympique, bah, tu dis, bon voilà, force est de constater que j'ai la médaille autour du cou, et que maintenant, ben, je sais que c'est possible de le faire, et c'est plus une chimère, c'est concret, quoi. Et en quoi est-ce que ça va changer la façon dont tu te prépares pour Tokyo, par rapport à la façon dont tu t'es préparé à Rio? Pas grand chose, finalement, pas grand chose, parce que juste le fait de se dire à l'entraînement, voilà, que. Enfin, j'étais plus dans l'optique, finalement, après les jeux, de me dire fais du mieux que tu peux, et tu verras où ça te mène. J'étais plus dans l'optique de me dire, bah voilà, sois de nouveau champion olympique, sois champion du monde, OK. et entraîne-toi pour ça. Donc c'était deux motivations différentes. Je dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, même si j'ai une petite préférence pour la première quand même, qui est de s'entraîner en se disant, bah voilà, je fais ce que je sais faire de mieux et je vois où ça me mène sans me poser de questions, parce que ça a l'avantage de ne pas tourner autour d'un seul et unique objectif, entre guillemets, et de se permettre de se délester d'une certaine pression et de garder un peu de spontanéité. Mais voilà, c'est l'optique quand même dans laquelle j'étais après les jeux. D'accord.
Super, bah, écoute, merci beaucoup Pierre. On a fait un bon balayage sur la partie, sportive. La question qui m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce que t'emmènes, de cette, tu vois, de cette dimension sportive? Qu'est-ce que t'emmènes aujourd'hui ou t'emmèneras demain pour tes prochaines aventures pro? En termes d'apprentissage, tu disais que tu travaillais, tu conférencier, tu travailles avec, une société, Next Up qui fait, entre autres du coaching, de mémoire. Oui, Donc tu vois, absolument, ouais. qu'est-ce que tu dirais que voilà, toute cette expérience sportive et ce titre olympique, te permettent d'apporter? Bah, finalement, j'ai envie de compléter ta question en disant, il y a eu l'expérience sportive, le titre olympique, et à côté, il y a eu l'expérience humaine et les déboires aussi. C'est-à-dire que Ouais. ce qui m'a le plus apporté et que je pourrais amener dans le monde professionnel aussi, c'est cette expérience humaine, finalement, comme je te disais, cette problématique managériale jusqu'au titre, et la problématique managériale aussi qui s'est posée derrière, parce que Jérémy a pris sa retraite assez tôt, en 2017, après un ultime titre de champion du monde ensemble, et que depuis 2017, c'est tout l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé de champion olympique à 13e au championnat du monde. Plus récemment, là, on sort la tête de l'eau 7e au championnat d'Europe, mais l'idée de reconstruire un binôme est assez compliquée, selon lui. Donc du coup, voilà, c'est tout ça qui m'ont formé le bagage que je compte apporter aussi en entreprise. Et finalement, ce bagage, il est constitué de, de maintes et maintes expériences Mmh. qui sont transposables finalement, que ce soit bah, l'assiduité, la performance, l'expertise, la recherche du haut niveau, l'exigence, le fait de ne laisser aucun détail au hasard, d'optimiser absolument tous les paramètres qui sont à notre disposition, tout en faisant preuve d'un certain relâchement et d'un certain recul hein, malgré tout, sans être tête dans le guidon. Donc ça c'est quelque chose qui est propre au sport de très haut niveau, le fait de pouvoir mettre en place un programme, de s'y tenir, voilà, de poursuivre des objectifs qui nous demandent de nous pousser forcément à un moment donné dans nos retranchements. Donc ça développe forcément des qualités qui sont intéressantes dans un milieu professionnel où la concurrence est exacerbée. Ouais. Et puis à côté de ça, il y a aussi donc ce que je te disais, toutes les aventures humaines que j'ai pu vivre et le fait de savoir qu'en termes d'intelligence émotionnelle, je vais me situer plutôt pas trop mal. C'est-à-dire que je vais avoir suffisamment de recul pour aborder tel ou tel type de personnes, de personnalités ou de situations avec des personnes, de management, de poursuite d'objectifs. Disons que c'est tellement large et varié que, que ça ne peut pas ne pas être utile. Et donc ouais, je suis persuadé que, et c'est ce que je fais aussi aujourd'hui en conférence, c'est-à-dire que je fais le lien justement entre ce monde du haut niveau et ce monde de l'entreprise. En tout cas, pardon, je rectifie pas le monde du haut niveau, mais le monde de l'aviron à haut niveau et le monde de l'entreprise, parce que tous les sports de haut niveau ne requièrent pas les mêmes qualités, ne requièrent pas aussi les mêmes exigences entre guillemets dans les mêmes domaines. Donc Mmh. tous ne sont pas transposables au même titre à l'entreprise, mais en tout cas voilà pour ce qui est de l'aviron à haut niveau, je pense sincèrement que c'est difficilement possible de faire plus transposable. Mmh. Et par curiosité, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre les rangs de Grenoble École de Management? Ben, en fait, ça a été au début du bouche à oreille parce qu'il y a des rameurs qui l'avaient intégré, donc des rameurs à la fois du club de Grenoble et du pôle France de Lyon. Donc je n'avais déjà entendu parler comme ça parce que je voulais continuer mes études et puis c'est vrai que les coachs nous conseillent entre guillemets, ils savent ce qui peuvent se faire. Donc par le bouche à oreille, certains coachs m'avaient parlé de cette école en me disant que certains rameurs y étaient déjà. Et puis, et puis en fait, c'est eux finalement aussi qui ont eu un intérêt à ce que je vienne. Donc il y a eu une démarche réciproque, j'ai envie de dire, OK. et qui a fait que ça a fait pencher la balance. Et puis surtout, j'ai rencontré l'équipe pédagogique qui m'a vraiment donné aussi envie de m'inscrire dans cette aventure-là parce que ça me plaisait beaucoup. On était sur la même longueur d'onde. Il y avait entre guillemets une ambiance qui me plaisait beaucoup, des valeurs aussi qui me semblaient être les bonnes, en tout cas qui me correspondaient. Donc voilà, je me suis dit à ce moment-là pourquoi pas. Et puis surtout, il m'offrait la chance d'être diplômé d'une des plus grandes écoles, entre guillemets, de commerce dans le classement, alors que c'est quelque chose qui finalement ne m'aurait jamais effleuré l'esprit en temps normal. Enfin, j'aurais jamais Mmh. pensé
sortir d'une telle école un jour. Et c'est assez marrant parce que souvent les gens me demandent comment est-ce que tu arrives à rendre le sport compatible avec les études. Finalement, bah, moi je dis c'est pas que c'est compatible, c'est que dans mon cas ça a été complémentaire quoi. Et c'est que c'est le sport de haut niveau qui m'a permis d'intégrer ce genre d'établissement. Et c'est assez paradoxal quand on se dit mais c'est dur de lier les deux. Mais moi en fait les deux sont non seulement liés mais s'alimentent mutuellement quoi. Hmm, Et c'est ce qui est particulièrement intéressant dans mon parcours. super. Et si tu devais, tu vois, faire l'analyse sur ce que tu trouvais dans le sport, alors dans l'aviron plus spécifiquement, mais dans le sport de haut niveau, ce qui, quelque part, t'a animé pendant toutes ces années et continue de t'animer au moins jusqu'à Tokyo, et ce que tu cherches demain dans le cadre pro, tu dirais qu'il y a quoi en commun? Le challenge. Le challenge. De, le challenge et cette recherche de... Je saurais pas comment le décrire, je pense qu'il n'y a pas de mots qui existent encore, mais cette espèce, tu sais, c'est cette sensation de vouloir performer dans un milieu où tu sais que tu peux avoir un impact sur absolument tout et justement prendre plaisir à optimiser tous ces facteurs. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et j'aimerais me retrouver dans une situation professionnelle où il y a du challenge, où il y a de la compétition, où il y a de la concurrence, où il y a de l'enjeu et quelque chose qui m'anime finalement et qui fait aussi à un moment donné me faire me retrouver face à moi-même et, Hmm. et devoir tirer mon épingle du jeu en fait. C'est vraiment cette idée-là, quoi, me retrouver face à des défis à relever et ouais, vraiment c'est de tirer son épingle du jeu qui m'intéresse énormément. On en revient, j'ai l'impression, à cette notion de dépassement de soi, encore une fois, hein. Ouais, oui, il y a de ça, oui, bien sûr. Ok. Mm. Super. Écoute Pierre, c'était absolument fascinant de t'écouter nous partager tes expériences en aviron et ce qui se profile pour la suite. Peut-être pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de partager par rapport à tout ce par quoi tu es passé, que ce soit tu vois, les moments que à peu près tout le monde connaît, en tout cas pour ceux qui ont regardé les jeux, c'est-à-dire ta victoire, mais aussi par ceux que tu as bien voulu nous partager, que j'imagine moins de monde connaissent, comme cette décision en 2015. Mm. Euh, qu'est-ce que tu retirais de tout ça? Quel conseil peut-être s'il y en a un? Est-ce que tu as envie de partager, que ce soit des sportifs, des non-sportifs, mais ouais, le message inspirant que tu retirais de tout ça, ce serait lequel? Bah, finalement, ce que je retire de tout ça et ce que j'aimerais que les gens puissent appliquer entre guillemets après l'écoute, c'est vraiment juste de se dire que on aura tous des parcours qui sont différents, dans des domaines qui sont complètement différents. On a tous aussi des ambitions qui sont différentes, mais ce que j'en retire, c'est juste, et le conseil que je donnerais, c'est simplement de se dire, mais apprenez à vous connaître, apprenez à savoir ce qui vous anime, ce qui vous prend aux tripes, et quand on court après ça, quand on apprend à se connaître et qu'on sait ce qui réellement nous anime au plus profond de nous, là on peut seulement s'y engager quoi. Et s'il y a une chose que je regrette pas d'avoir ressenti dans ma vie, c'est cette sensation de pouvoir soulever des montagnes en étant persuadé de pouvoir le faire, comme je l'ai décrit en 2015, mais ça n'a pas été le seul moment. Et c'est vraiment cette sensation d'un moment donné de mettre le doigt sur quelque chose qui nous fait nous sentir invincibles. Quoi. Et ça, on peut tous le ressentir dans des domaines complètement différents, sans même vouloir performer. Hein, mais juste trouver ce qui vous anime, trouver ce qui vous fait plaisir et ce qui vous permettra de vous y investir et ce qui fait que vous verrez pas le temps passer aussi. Et finalement, et ce sera le mot de la fin, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, quoi. Enfin, il y a une chose que je regrette pas ces dernières années, c'est que il y a eu de longues années, bon là ça commence à être un peu plus long, mais il y a eu de longues années où je ne regrette pas. C'est vraiment de, même si je savais que la journée allait être super dure physiquement, mentalement, putain, j'avais envie de me lever le matin, quoi. Je savais ce que j'allais faire et j'étais inscrit dans un projet et j'avais envie de tout donner pour ça. Donc voilà, je pense que tout à chacun, on a intérêt à trouver une raison pour laquelle on veut se lever le matin et trouver ce qui nous anime vraiment. Je pense que rien que si on arrive à mettre le doigt là-dessus et qu'on arrive à s'y investir, et ben,
notre vie vaudra la peine d'être vécue et on pourra être fier de ce qu'on a accompli, quoi que ce soit finalement, quel que soit le résultat. Merci Pierre pour ce super message. Encore une fois, merci pour ton temps. Je sais que voilà, on a réussi. Tu as bien voulu organiser ça entre un entraînement, un Mm. événement demain. Donc un grand merci pour ta disponibilité, pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous aujourd'hui. C'était hyper inspirant, vraiment passionnant encore une fois, de t'écouter partager toutes ces expériences avec nous. Peut-être avant qu'on finisse, je sais que sur ton site, on peut suivre tout ce qui se passe d'ici Tokyo. Est-ce qu'il y a d'autres canaux de communication par lesquels tu t'adresses aux personnes qui seraient intéressées pour suivre ton évolution? Bien sûr, le site est intéressant, mais il a pris un peu de retard. C'est-à-dire que j'ai arrêté de l'alimenter en termes d'articles depuis le premier confinement. Ok, Donc, mais c'est pas mal pour connaître, lire les articles jusqu'à ce moment-là pour connaître un peu le contexte. Mais sinon, j'invite surtout les gens à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est là où je suis pas hyper actif, mais c'est là où vraiment j'essaie d'être actif. C'est là où je partage mon actualité, mon quotidien. ok. Et voilà, c'est là où j'ai le plus de visibilité, on va dire. Super. Eh ben, écoute, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Encore une fois, merci Pierre. Bon courage pour demain. Ouais, merci à toi aussi de donner aussi l'opportunité de partager un parcours. Ça fait plaisir de le faire. Et puis vraiment, c'est toujours cool. De mettre, rien que pour moi, de le dire, quoi, juste de partager, ça permet un peu de se voir de l'extérieur et c'est aussi intéressant pour moi, donc merci. Et Avec puis j'espère plaisir. que ça pourra servir. Super. Un grand merci Pierre. Tout le meilleur pour la suite. Merci Loïc. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!